Bonjour, merci pour pour votre invitation à participer à ce séminaire. Euh, Est-ce est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Euh, Par contre, la disposition là est, ouais, on voit, oui, comme ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire mieux. Euh, je vais vous parler du projet de restauration écologique et d'adaptation au changement climatique qui est mené sur le site des étangs et marais des Salins de Camargue, qui est propriété du Conservatoire du littoral. Et qui, depuis son acquisition il y a 10 ans maintenant, est géré dans le cadre d'une cogestion qui associe le Parc naturel régional de Camargue, la Société nationale de protection de la nature et la Tour du Valat. Alors, pour comprendre les objectifs qui sont poursuivis sur ce site protégé, il est important de rappeler quelques éléments de contexte. Le site est situé dans le delta du Rhône, dans le sud de la France, qui est un delta fortement anthropisé. En particulier, ce delta est presque totalement endigué depuis plus de 150 ans, ce qui permet de le protéger à la fois contre les crues du Rhône et contre les submersions marines. Alors d'autre part, on se situe dans un système qui est poldérisé, donc, et dans un système hydraulique qui est globalement très artificiel. Également, une autre caractéristique de ce delta, c'est qu'il souffre d'une diminution des apports de sédiments qui sont issus du Rhône, avec évidemment des conséquences sur le littoral. Et puis, il faut noter qu'il existe très peu de communication hydraulique entre la mer et les étangs aujourd'hui, ce qui a évidemment des conséquences importantes, notamment sur la ressource halieutique des étangs. Alors, c'est dans ce contexte que plus de 6500 hectares ont été vendus par le groupe Salin au Conservatoire du littoral entre 2008 et 2012. Alors, la plus grande partie de ce site, soit environ 5000 hectares, était auparavant utilisée pour la préconcentration du sel. Et il faut noter que la production de sel continue sur la partie du Salin de Giraud, qui demeure propriété des Salins et que vous voyez en rouge en bas à droite là sur la carte. Alors, ce site vient s'intégrer à un ensemble d'espaces protégés qui couvre aujourd'hui d'un seul tenant environ 25 000 hectares et qui comprend également donc 2 réserves naturelles et puis aussi des espaces naturels sensibles du département des Bouches-du-Rhône. Alors, c'est un site qui est situé sur un territoire qui a été gagné récemment sur la mer grâce aux apports de sédiments issus d'un ancien bras du Rhône qui était appelé le bras de fer et qui aujourd'hui n'est plus actif, mais qui, du XVIe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle, était le bras principal du Rhône dans le delta. Et donc, ce sont ces apports de sédiments très importants qui ont permis l'édification de cette partie du delta. Alors, les documents anciens indiquent que sur ce littoral, qui était autrefois très mobile, évidemment, les installations humaines étaient très peu développées. Alors, cette situation, elle va changer à partir des années 1850 avec la fondation de l'industrie salinière qui sera accompagnée par la création ex nihilo du village de Salins de Giraud, qui est localisé par un rond rouge sur la carte. Et également, à cette période, la construction de ce qu'on appelle la digue à la mer, que vous voyez dessinée en tiret rouge, sera achevée. Alors, et cette digue va permettre de protéger l'intérieur du delta contre les phénomènes de submersion marine. Alors, les superficies exploitées pour la production de sel, elles vont progressivement s'étendre au cours des décennies
mais c'est véritablement entre les années 50 et les années 1970 que le salin de Giraud va connaître une formidable extension avec la multiplication par 4 de sa superficie. Et à ce moment-là, il va inclure notamment les étangs qui sont aujourd'hui au Conservatoire du Littoral. Alors, durant cette période d'exploitation salicole, qui sera finalement assez courte sur les terrains aujourd'hui propriété du Conservatoire, puisque ça aura duré environ une cinquantaine d'années, ces espaces ont été dédiés principalement à la préconcentration du sel. Donc la gestion impliquait évidemment la maîtrise des niveaux d'eau et des salinités, avec des niveaux d'eau qui étaient inversés par rapport au cycle saisonnier, c'est-à-dire que les étangs et les autres surfaces évaporatoires étaient remplis d'eau au printemps et en été, et qu'ils étaient en partie vidangés en hiver. Et cependant, il faut signaler aussi que ces espaces, malgré tout, ont été moins fortement aménagés que la partie du Salin qui est située plus à l'est, où sont situées notamment les surfaces de récolte du sel. Alors, pour terminer sur ces éléments de contexte, il est important d'évoquer aussi que malgré les endiguements, ce territoire a continué à être soumis à une forte dynamique côtière. Donc, on voit sur la carte les pointillés noirs qui correspondent aux différentes lignes de rivage tels qu'ils étaient fixés au cours des précédents millénaires. Sur une période plus récente, au cours des dernières décennies, on a un recul du trait de côte qui atteint en moyenne jusqu'à 6 mètres par an au sud du site du Conservatoire du Littoral. Et puis, à l'inverse, on voit un phénomène d'accrétion à l'ouest qui peut atteindre en moyenne jusqu'à 12 mètres par an. Et puis, évidemment, la plus grande partie de ce territoire est située à faible altitude, généralement à moins de 1 mètre d'altitude, et le fond des étangs est sous le niveau de la mer. Et donc, évidemment, cela confère au site une importante vulnérabilité par rapport à l'élévation du niveau marin. Alors, dès 2011, une convention de gestion a été établie entre le Conservatoire du Littoral et les cogestionnaires du site. Cette convention, elle définit 5 orientations qui sont de restaurer une hydrologie naturelle, de restaurer d'autre part les écosystèmes côtiers, de maintenir, voire d'augmenter la capacité d'accueil pour les oiseaux coloniaux nicheurs. Donc ici, on parle de flamants roses, de sternes, d'avocettes, par exemple. Une autre orientation, c'est la mise en place d'une gestion adaptative à l'élévation du niveau marin. Et puis enfin, une orientation qui est d'intégrer les enjeux socio-économiques du village de Salin de Giraud, notamment en veillant à offrir des opportunités de diversification économique, en particulier avec les activités touristiques. Alors, s'agissant de la gestion du risque de submersion marine, et plus généralement de la gestion environnementale de ces espaces littoraux, la stratégie portée aujourd'hui par le Conservatoire du Littoral n'est pas de lutter contre, mais plutôt d'accompagner le recul du trait de côte et l'élévation progressive du niveau marin. Alors, très concrètement, la plus grande partie des ouvrages qui sont situés sur le front de mer, donc en bleu en bas sur la carte, il s'agit de digues et d'épis transversaux. Ces ouvrages ne sont plus entretenus, et cela en accord notamment avec l'entreprise des Salins, qui est située à proximité. À l'inverse, dans le nord du site, on a ce qu'on appelle donc la digue à la mer, en rouge sur la carte, qui demeure l'ouvrage stratégique protégeant l'intérieur du delta contre les submersions marines. Et ici, la digue est propriété de l'État. Elle est gérée par un syndicat mixte qui s'appelle le CIMADREM. Et cette digue, évidemment, a vocation à être entretenue, voire renforcée sur le long terme. Et puis, à l'est, alors en violet, à droite de la carte, on a une section de la digue à la mer qui est propriété des Salins et qui continue à être entretenue par l'entreprise. Et puis enfin, au centre,
Donc en orange sur la carte, on a une digue qui est mitoyenne entre la propriété du conservatoire et le groupe salin. Et donc cette digue, sur sa plus grande partie, elle est propriété du conservatoire, et une convention avec les salins donne la possibilité à l'entreprise d'effectuer des travaux d'urgence sur cette digue mitoyenne, de manière évidemment à ce que l'outil de travail pour la production de sel situé en arrière ne soit pas endommagé lors des submersions marines. Donc on voit que c'est le choix d'une gestion relativement peu coûteuse qui est portée par le conservatoire. Notamment, il est beaucoup moins coûteux d'entretenir et de redimensionner des digues lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des terres que de maintenir des ouvrages situés sur un front de mer exposé à l'érosion. Alors, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la stratégie portée localement par le conservatoire, elle s'inscrit en cohérence, hein, notamment avec la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, hein, qui a été établie en 2012. Elle s'inscrit aussi en cohérence avec une stratégie départementale qui a été établie en 2019 par la Direction départementale des territoires et de la mer. Il faut souligner aussi que localement, à l'échelle du delta du Rhône, donc le CIMADREM, donc qui est le syndicat mixte en charge de la gestion de la digue à la mer, a récemment intégré la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Et ce syndicat mixte a aussi intégré la responsabilité de la gestion du trait de côte. Alors, avec ces nouvelles compétences, évidemment, le CIMADREM porte actuellement l'élaboration d'une stratégie littorale sur l'ensemble du delta, mais qui devrait aboutir d'ici 2 ans. Donc, en attendant, des travaux d'urgence peuvent être réalisés, mais il faut souligner qu'il n'existe pas encore de programme d'action de prévention des inondations pour le delta du Rhône. Et donc, une conséquence, hein, c'est que dans l'attente de ce plan de prévention, dans l'attente de ce PAPI, qui sera notamment élaboré avec les collectivités locales, eh bien, sur ces sujets sensibles au niveau local, que sont le recul du trait de côte et l'élévation du niveau marin, eh bien, les choix de gestion sur les anciens salins, qui sont portés et assumés par le Conservatoire du littoral et par les gestionnaires du site, ont finalement un faible relais, un faible soutien d'une partie des collectivités locales, puisqu'on est sur un sujet finalement assez difficile. Alors, il est intéressant d'évoquer les changements induits par le rétablissement depuis 10 ans de la dynamique côtière sur le littoral des anciens salins. Une partie des digues construites en arrière-plage dans les années 70, donc c'est ce qu'on voit en rouge sur la carte à droite, c'est le trait rouge, et ben ces digues se sont retrouvées à partir des années 2000 directement sur le front de mer du fait du recul du trait de côte. Ces digues en enrochement qui ne sont plus entretenues se retrouvent progressivement en mer, et on a aussi des digues qui sont en sable et qui sont détruites rapidement par l'érosion. Et donc on a actuellement sur le front de mer près de 5 km linéaires de digues qui sont en voie d'effacement. Alors bien sûr, à partir du moment où ces digues frontales ne jouent plus leur rôle de protection, eh bien, la mer pénètre loin à l'intérieur des étangs lors des tempêtes, ce qui provoque également des brèches sur les digues intérieures. Un autre phénomène qui est observé sur le littoral, ce sont les overwash. Les overwash, ce sont les flux d'eau de mer qui vont entrer dans les étangs durant les tempêtes, comme on peut le voir par exemple sur la photo en haut à droite de la diapo. Ces flux d'eau de mer sont chargés en sable qui va se déposer en arrière des anciennes digues, ce qui provoque progressivement la reconstitution d'un lit d'eau sableux. Alors, vous pouvez voir ainsi là sur ces images Google Earth de 2010 et de 2018 le processus de reconstitution
de solides sableux en arrière des anciennes digues. Alors, vu du sol, ce qu'on observe, c'est la reconstitution d'une plage, hein, ici sur un secteur où, en fait, l'écosystème plage avait complètement disparu il y a une quinzaine d'années, lorsque les endiguements sur le front de mer bloquaient le recul naturel du rivage. Un autre phénomène qui est intéressant et qui est induit par la dynamique côtière, c'est la reconstitution de ce qu'on appelle, ici dans le sud de la France, les gros. Alors les gros, ce sont des communications entre la mer et les étangs, et on a plusieurs gros qui se sont reconstitués entre la mer et les anciens salins, notamment à la faveur des tempêtes. Alors ces gros, ils jouent un rôle important dans l'hydrologie et dans le fonctionnement écologique des lagunes. Notamment, ils favorisent le renouvellement de l'eau des lagunes et ils vont permettre de limiter les épisodes de sursalure en période estivale. Et puis, évidemment, ces chenaux, eh bien, ils permettent aux poissons marins migrateurs de coloniser les étangs, mais aussi aux poissons, ils permettent de retourner en automne et en hiver à la mer. Alors, je vous ai donné un aperçu des changements qui étaient naturellement induits par le rétablissement de la dynamique côtière. Je vais évoquer maintenant rapidement les évolutions qui sont induites par le changement de gestion. Alors, dès 2011, les stations de pompage, et notamment la prise d'eau à la mer des Salins, que l'on voit sur les photos en haut de la diapo, elles ont été démantelées par le groupe Salin. Alors la conséquence, et c'est ce que souhaitait notamment le Conservatoire du littoral, c'est que tous ces étangs retrouvent aujourd'hui un fonctionnement plus naturel avec des mouvements d'eau qui sont essentiellement gravitaires. Alors évidemment, ça veut dire que les niveaux d'eau ne sont plus maîtrisés comme avant, hein, et on le voit sur les photos en bas de la diapo, il peut y avoir des niveaux d'eau très élevés en été qui vont déborder sur les digues, et puis inversement, en hiver, et puis inversement, en été, les bordures des lagunes peuvent avoir tendance à s'assécher. Alors, tout ça, c'est ce qu'on observe surtout au sud du site. Après, dans le centre et dans le nord des anciens salins, donc sur des secteurs qui sont situés à plusieurs kilomètres de la mer et qui sont beaucoup moins soumis à la dynamique côtière, il a fallu donner un coup de pouce à la nature pour favoriser la restauration des milieux lagunaires. Donc, on a 2 programmes de travaux hydrauliques qui ont été réalisés en 2015 dans le cadre d'un programme LIFE, et puis également en 2019 dans le cadre d'un projet soutenu par l'Agence de l'eau, par la région PACA et par le WWF France. Les objectifs de ces travaux, c'était de décloisonner les étangs situés au centre de ces anciens salins, et puis de restaurer un axe hydraulique et biologique entre la mer, les anciens salins et le système de l'étang du Vacarès situé plus au nord. Donc on voit cette continuité hydraulique et biologique sur la carte avec ces petits pointillés bleus. Donc la plupart de ces travaux ont consisté à curer des chenaux, à créer des ouvertures libres dans les digues, et puis également plusieurs ouvrages équipés de vannes ont été aménagés. Alors évidemment, la question des effets de tous ces changements sur la biodiversité est une question essentielle pour les gestionnaires du site. Alors nous n'avons pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail des suivis écologiques qui sont réalisés. Et puis également, on manque de recul, en particulier sur les effets des travaux hydrauliques, hein, puisque une partie importante de ces travaux ont été réalisés en 2019. Globalement, on peut quand même ressortir quelques éléments importants de nos observations. D'abord, dans les lagunes en connexion directe avec la mer, on observe ce qu'on appelle un phénomène de marinisation, avec notamment l'installation d'herbiers de zoster et de différentes espèces de mollusques bivalves qui n'étaient pas présentes auparavant dans ces étangs. Ensuite, pour les lagunes qui sont plus éloignées de la mer, la restauration écologique est plus lente.
Un autre résultat qui est intéressant, c'est le rétablissement d'une voie de recrutement pour les civelles. Donc les civelles, ce sont les juvéniles d'anguilles hein, que l'on voit sur la photo du milieu, avec des effectifs détectés qui sont encore modestes pour l'instant, mais on a une voie de recrutement qui passe à travers les anciens salins jusqu'au système des étangs du Vaccarès qui sont situés plus au nord. Et puis également, on a des stationnements de limicoles, migrateurs et hivernants, qui évoluent de façon contrastée. Donc pour l'instant, c'est difficile de dire si le changement est globalement positif ou négatif pour ces espèces d'oiseaux d'eau, puisque globalement, on voit qu'on a une capacité d'accueil qui est renforcée pour ces oiseaux en fin d'hiver et au début du printemps. Par contre, on a une capacité d'accueil qui a diminué en été, hein, donc lors de ce qu'on appelle le passage post-nuptial, notamment parce qu'à cette période de l'année, les surfaces en eau, eh bien, elles sont moins importantes qu'auparavant. Voilà. Et on peut aussi évoquer l'extension des végétations qui sont dominées par les salicornes et qui colonisent des secteurs qui étaient auparavant dépourvus de végétation. Et cela s'accompagne par l'installation d'un cortège d'oiseaux nicheurs associés à ce type de milieu, comme par exemple la fauvette à lunettes qu'on voit en bas à droite de la photo, en bas à droite, pardon, qui est une cible de conservation importante hein, pour les anciens salins, puisque c'est une espèce évaluée en danger sur la liste rouge nationale. Merci. Vous concluez? Oui, alors, deux mots sur la perception par les usagers. On a des conséquences sur les usages suite à cette dépoldarisation, notamment, et en particulier, le non-entretien sur les digues de front de mer oblige à reconsidérer l'accessibilité au littoral, puisque on a des secteurs qui autrefois avaient des digues carrossables, donc l'accès au littoral était facile, et aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile. Et certains secteurs ne deviennent accessibles qu'à pied ou en bateau. Donc évidemment, ça peut générer des frustrations pour certains usagers. Et puis, on peut dire aussi que cette renaturation, eh bien, évidemment, elle n'est pas forcément toujours perçue positivement par tous les acteurs locaux, puisqu'il y a le sentiment, pour certains, d'être moins protégés de la mer qui monte. Et en conclusion, très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que eh bien, les anciens salins deviennent une zone tampon qui joue ainsi un peu le rôle de solution fondée sur la nature. Et en fait, on est sur une stratégie qui combine solutions fondées sur la nature et infrastructures grises, puisque les digues qui sont situées à distance du littoral, elles doivent être redimensionnées. Et la seule zone humide des anciens salins ne permet pas en soi de lutter contre la submersion marine et contre l'élévation du niveau de la mer. Quelques défis importants pour aujourd'hui et pour la suite. D'une part, susciter l'adhésion des acteurs locaux au projet, on en a parlé un petit peu. Il y a la question du suivi scientifique de tous les changements qui sont observés sur le site, qui n'est pas toujours facile, notamment dans un contexte où le site fait une très grande superficie et qu'il évolue rapidement. Et puis, il y a également donc, la question posée ici hein, de concilier les enjeux de naturalité, de liberté, d'accès, de sécurité des biens et des personnes, et en même temps, comme on dit aujourd'hui, de répondre aux attentes de développement économique local. Et sur les conditions de réussite, ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, ce type de démarche implique de mobiliser beaucoup de communication et de pédagogie. La question du portage politique, notamment au niveau local, est très importante. Et puis, évidemment, il y a le besoin de mobiliser des ressources humaines et financières. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Marc. Il y avait une question concernant justement les suivis scientifiques. Est-ce que vous avez noté des changements qualitatifs de l'eau dans les lagunes, en dehors de la salinité, bien sûr? Alors, en dehors de la salinité, les changements qui sont observés, ils sont assez variables selon les secteurs. Ce qu'on observe, et c'est un petit peu le paradoxe dans ce type de projet de renaturation, c'est qu'avec la reconnexion au sous-bassin versant périphérique, on a un petit peu de contamination issue du bassin versant qui pénètre à présent dans ces étangs. Alors qu'autrefois, du fait que ce système était complètement cloisonné, complètement isolé des zones humides périphériques, évidemment, il n'y avait pas de contamination autre que celle éventuellement issue du milieu marin. Oui, d'accord. Donc c'est, disons, une conséquence indirecte, puisque finalement, ce n'est pas la reconnexion avec la mer qui induit ces apports-là, mais c'est plutôt la reconnexion avec l'amont, puisqu'effectivement, ce projet-là qui a été présenté essentiellement sur son côté littoral, interface avec la mer, comprend également un volet de reconnexion hydraulique de l'ensemble du delta, enfin en tout cas une partie plus importante du delta, depuis l'étang du Vacarès, qu'on a vu sur la carte du début, jusqu'à la mer. Et donc, effectivement, à travers beaucoup d'espaces naturels, mais aussi des espaces agricoles, plus en amont, des rizières notamment, qui, elles, peuvent apporter un certain nombre de produits dans les eaux. Alors, on est presque au bout de la séquence, donc je vois que... Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, je pense qu'on a... il y avait une intervention alors, je sais, c'est pas une question, mais c'est un commentaire qui dit, Monsieur Fresnel dit, je crois effectivement qu'il est très important de gérer les milieux littoraux dans un continuum terrestre et marin. La GEMAPI en est un bon exemple. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, parce qu'effectivement, sur le continuum, je pense que le cas de la Camargue est assez illustratif. Après, la GEMAPI, oui, sur la gestion des milieux aquatiques, mais pour ce qui concerne la préservation contre les inondations, parfois, le système de défense, il peut se traduire quand même par un certain cloisonnement de l'espace, justement. Donc, dans GEMAPI, il y a les deux. Il y a GEMA et il y a PI. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire, Marc. Ce qui est important aussi dans ces aspects-là, c'est les activités humaines qui sont présentes en arrière, en amont, dans le delta, avec notamment des activités agricoles qui sont importantes sur ce territoire qui est très vulnérable sur le long terme à l'élévation du niveau marin. Donc il faut composer évidemment avec tous ces enjeux-là. Ouais.